Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 11 novembre, en ce jour férié. Je vais essayer de vous tourner une vidéo car je n'ai pas pu en tourner depuis quelques temps. Par rapport à tout ça, on va continuer. Visiblement, cette vidéo va être un peu un mix qui va revenir un peu sur le jugement, même si elle apparaît peut-être une fois que le portail du jugement sera terminé. Sur le jugement, sur pas mal de choses. Ça va être un mix sur... Voilà. On va voir un peu comment se goupille la canalisation. Je ne vais pas trop anticiper parce que parfois je prévois que ça va parler de quelque chose et puis finalement je suis prise au dépourvu. La canalisation part sur un sujet bien précis et développe ce sujet à fond et finalement les autres sujets n'ont pas été abordés finalement dans la vidéo. Ça arrive souvent. Voilà. Donc par rapport à ça, en ce moment on travaille beaucoup la responsabilité de ces actes, d'arrêter de reporter sur les autres ce que l'on vit, arrêter de trouver un coupable à l'extérieur. Il est important d'endosser sa part de responsabilité, d'arrêter de se déresponsabiliser de tout ce que l'on vit, pas du tout. Il y a quelque chose qui est beaucoup de l'ordre de la victimisation là-dedans, donc en fait c'est surtout les rigides qui vont vivre ça ainsi. Personnellement, moi, c'est pas un mécanisme que j'avais sur ma montagne, contraction. Du fait, là encore, que ma blessure de trahison n'était pas couplée à une blessure d'injustice, hein, j'avais pas cette blessure d'injustice. De ce fait-là, je me positionnais pas en victime. D'un autre côté, c'est quelque chose que je refuse. J'aime pas cette notion de position victime, en fait. Pour moi, j'ai pas envie, dans ma façon de voir mon chemin de vie, je n'ai pas envie de me voir comme une victime de la vie. J'ai pas envie de me dire que je suis victime des autres. Ça voudrait dire que je n'ai aucun pouvoir dans ma vie. Que mon positionnement, ça va toujours être de subir ce que les autres vont décider. Dans ma philosophie de vie, c'est vraiment une approche que j'ai pas du tout envie d'avoir. Moi, j'ai envie d'être dans... D'accord. Les guides disent justement c'est à cause de ma blessure de trahison à moi qui était assez... qui était isolée déjà, qui n'était pas couplée à la rigidité. Et elle était quand même importante cependant, mais dans un mécanisme un peu où j'ai envie d'avoir le contrôle de ma vie. J'ai envie d'avoir le contrôle sur le déroulement de ma vie. Donc en fait, me dire que moi je suis victime des autres et que je n'ai de pouvoir sur rien, non. Donc en fait, inévitablement, moi ce qui m'intéressait dans mon approche, la façon dont se traduisait ma blessure de trahison et le côté contrôlant, moi mon approche c'était que j'avais envie toujours de savoir comment puis-je avoir le contrôle sur ça. Qu'est-ce que je peux mettre comme plan d'action pour avoir le contrôle et ne pas avoir à subir ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme plan d'action pour que les choses se déroulent mieux? En fait, moi, j'étais toujours un peu comme ça. Donc, en fait, moi, mon approche, c'était quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et en fait, moi, j'avais pas du tout cette approche de victimisation. J'avais pas le temps de ça parce que pendant ce temps-là, moi, ce que je voulais, c'est que, vous savez, le contrôlant, il veut que les choses aillent vite. Ben, moi, je voulais que les choses aillent vite dans ma vie. Et donc, j'étais toujours en train de mettre toute mon énergie dans le fait de savoir qu'est-ce que je peux faire comme action pour que ce soit plus efficace pour le déroulement de ma vie. Sur quoi vais-je mettre mon énergie? Quel va être mon chemin de bataille? J'ai la plupart du temps été comme ça, ouais, voilà, ouais. J'ai pas eu d'autre état d'esprit, moi. C'était mon état d'esprit. Ce qui, de ce fait, est un état d'esprit qui est moteur. Et c'est ce qui faisait que, à chaque fois, je me relevais et je remontais. Je me voyais pas comme victime. Quand il m'arrivait quelque chose, je me disais, ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pallier à ça? Voilà, et moi, ça a été
l'angle de vue qui m'a quand même aidé à monter ma montagne, d'avoir cet état d'esprit plus guerrier, de ne pas vouloir subir et de ne pas vouloir être victime de la vie, en fait. Quand vous vous mettez en position où vous n'avez pas le choix, vous êtes victime des autres, oui, c'est pas ma faute, c'est de leur faute, inévitablement, vous vous mettez en positionnement que vous êtes inférieur aux autres et c'est eux qui décident. Donc, moi, c'est un état d'esprit que ça, c'était non concevable. Non concevable. Envisager ma vie sous cet angle-là, non, c'était non concevable. Donc, j'ai souvent eu ce côté battant de ce fait-là. Et ça, vous allez devoir un peu observer, vous, dans quel état d'esprit vous êtes. C'est ce qui permet d'être cohérent ou pas. Moi, de ce fait-là, j'avais facilité à être cohérente. Je faisais de la merde parfois, parce que j'avais quand même mon masochisme qui venait entraver. Mais j'arrivais facilement à démêler le nœud, à revenir sur une cohérence par rapport au fait que je ne veux pas subir la vie, je ne veux pas souffrir, et j'essayais toujours de trouver mon alignement, de faire l'exercice de la balance pour qu'est-ce qui me fera le plus souffrir à l'heure actuelle. Et comme j'étais quelqu'un de sensible, je savais bien ressentir la souffrance et mes émotions. Comme je n'avais pas de rigidité, j'étais pas coupée de mes sentis. Donc en fait, mon tableau de bord, je savais l'analyser et je savais analyser qu'est-ce que je dois faire comme choix pour moins souffrir. Ça ne voulait pas dire que j'étais capable de le faire. Non. Parfois, ça me demandait un laps de temps pour développer cette force et ce courage. Parfois, je savais ce que je devais faire, mais c'était au-dessus de mes forces. C'était au-dessus de mes forces. Pourquoi? Parce que quand vous devez prendre position et faire des choix, vous savez qu'à chaque fois que vous allez prendre une position, vous allez devoir renoncer à des choses. C'est toujours comme ça. Quand vous faites un choix, vous allez devoir renoncer à certaines choses. Et dans mon exercice de la balance, renoncer à ces choses, c'était quelque chose qui était au-dessus de mes forces. C'était ça qui était la plus grande souffrance pour moi. Donc dans mon alignement, renoncer à ces choses, c'était au-delà de mes forces. C'était pas possible en fait. Et il fallait donc que ces choses, au fil du temps, me fassent de plus en plus souffrir, que ça amplifie, que ça prenne des proportions de malade, pour que finalement ce soit ça, dans l'exercice de la balance, ça maintenant, c'est ça qui me fait le plus souffrir. Vous voyez, pour que la balance s'inverse, ça c'est l'expérience de vie, c'est l'expérimentation. J'avais déjà expliqué ça, parfois dans certaines vidéos, et vous m'aviez dit que ta vidéo, Peggy, m'a fait du bien, parce qu'elle me permet de voir que, quelque part, c'est ok aussi de ne pas avoir le courage de passer à l'action. Oui. C'est-à-dire que vous savez, mais vous en sentez pas encore le courage. Ceci dit, après, reste à voir le temps. Vous, le encore, il va durer combien de temps? Moi, le encore, c'était quand même pas des années. Et parmi vous, il y a des personnes qui, comme elles sont rigides, ce encore dure éternellement. Vous voyez? On va faire référence, les guides veulent que je fasse un parallèle avec un runner en situation maritale avec enfant. Vous allez prendre le runner, il sait qu'il n'est pas heureux, mais il n'a pas le courage de quitter son foyer parce que dans sa tête, il s'est fait un scénario qu'il fallait que ses enfants soient grands. Donc, il va projeter un âge. Oui, là, ils sont petits, ils n'ont que 2-3 ans, je ne peux pas faire ça maintenant. Je vais attendre qu'ils aient 6-7 ans. Oui, mais quand on arrive à 6-7 ans, oui, mais là, je n'ai pas le courage, on va attendre qu'ils aient 10-12 ans. Puis quand ils ont 10-12 ans, oui, mais là, je n'ai pas le courage, donc on va... Il y a toujours une excuse pour décaler. Sauf que là, la personne, elle donne, elle offre sa vie et ses années de vie à la peur. Et la peur, c'est quelque chose qui n'existe pas, en fait. C'est quelque chose qu'on s'invente dans la tête.
ou qui a été créé par des personnes extérieures qui vous ont semé quelque chose dans votre tête. Quoi qu'il en soit, comment travailler ça? Ça va être un peu difficile de travailler ça seul, je vous le dis. Désolée, j'ai la voix enrouée. D'un autre côté, vous avez sûrement quelque chose à exprimer. Voilà, contraction. Vous allez devoir retravailler votre communication, votre courage d'exprimer des choses, visiblement. Voilà. Par rapport à ça, vous avez toujours une responsabilité de ce que vous exprimez aux gens. Toujours. Et vous devez être cohérent dans votre parole. Ce que je pense, je le dis. C'est-à-dire qu'au moins, vous pouvez verbaliser ce que vous avez compris. C'est-à-dire votre positionnement, ce que vous ressentez, mais précisez, mais pour l'instant, je n'ai pas le courage de. C'est ça le message qu'il fallait que j'intègre? D'accord. Donc voilà, je vous intercale ce message. D'accord? Ça sera déjà un bon début. Pourquoi? Au moins, vous aurez verbalisé ce qui se passe en vous, et au moins, les gens autour de vous sauront à quoi s'en tenir. Que si vous n'exprimez rien, les gens supposent autre chose en fonction de vos actions. Et les gens ne sont pas au courant de ce que vous ressentez ou de ce que vous pensez. Exemple, le runner, il est censé dire au moins à sa karmika qu'il ne l'aime plus. Mais que il reste avec elle que pour les enfants. Mais que leur couple ne fonctionne plus. Il est censé être cohérent et ne pas mentir. S'il aime sa chaiseur mais qu'il n'a pas le courage de quitter sa femme à cause de ses enfants, il est censé quand même le dire à sa chaiseur. Qu'il l'aime, déjà, c'est la base, parce que s'il n'a jamais dit à sa chaiseur qu'il l'aime, elle ne le croit pas, elle ne sait pas. Et que c'est pas à cause de ça, c'est à cause du manque de courage. C'est toujours mieux que de lui faire croire qu'il est follement amoureux de sa femme ou de lui dire « je reste avec elle parce que je l'aime encore » ou que je vous aime toutes les deux. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas réellement possible d'aimer deux personnes. Contraction. Vous pouvez vous persuader que c'est le cas et que ça existe, mais le jour où vous aimerez vraiment quelqu'un et que vous aurez nettoyé vos peurs, vous comprendrez que l'amour ne permet pas d'aimer deux personnes à la fois. Pas le vrai amour. Vous avez un problème dans vos significations, vous avez un problème dans vos sentis, vous vous aveuglez, vous n'êtes pas encore connecté. Le fait que vous disiez, que vous verbalisiez que vous aimez deux personnes, non, c'est pas le même amour. Vous avez peut-être de la tendresse ou vous êtes attaché à quelqu'un, mais dans les deux, il n'y en a qu'un seul que vous aimez. Et arrêtez de tout mélanger, parce que si ça manque de cohérence, la personne en face va quand même se mettre à flipper. Dire à une personne « je vous aime toutes les deux », ça veut un peu montrer que vous avez envie d'imposer que vous allez être polygame. La personne n'a pas envie, n'adhère pas à la polygamie. Et si vous êtes un homme et que vous voulez être polygame et avoir deux femmes, sans doute que vous ne tolérez pas que la femme, elle, ait plusieurs hommes. Donc là, encore une fois, vous avez un problème entre ce que l'homme a le droit de faire et la femme. Il y a encore un manque de respect. À côté de ça, vous êtes quand même en train d'envoyer un message à l'autre que vous êtes quelqu'un qui n'est pas très bien dans sa tête et qui, inévitablement, la personne va sentir qu'elle ne peut pas construire avec vous dans le futur parce que vous êtes peut-être dans quelques années, vous allez être capable de nouveau de lui dire que vous aimez 3 ou 4 femmes en même temps. Non, ça montre déjà, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Ce gars-là, toute ma vie, il va faire quoi? Il va vouloir m'imposer de la polygamie? Non, non. Donc la personne ne va pas avoir envie de vous attendre ou de vous insuffler du courage ou de vous soutenir dans votre démarche de quitter votre femme. Non. Tout ce que vous lui avez envoyé comme message dans la responsabilité des mots que vous avez envoyés, c'est « sauf qui peut ». Donc vous allez devoir bien regarder la responsabilité de vos paroles, la cohérence, l'alignement de tout ça et de tout ce que vous avez en renvoyé comme message qui n'est pas OK. Il y a l'amour fraternel, il y a l'amour avec les parents, parental,
Il y a l'amour amical, mais ne mélangez pas tout en disant « je vous aime toutes les deux ». Non, non, c'est extrêmement laid. Vous avez un problème et tout de suite, la nana va se dire « ce gars-là n'est pas pour moi ». Non, quelqu'un qui aime deux femmes, non, il y a un problème. Et le runner, c'est une phrase qu'il emploie quasiment tout le temps, pour justifier que la situation ne bouge pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous, votre névrose de votre image, de montrer, vous voulez tellement montrer que vous êtes quelqu'un de juste et que si vous restez en couple, c'est parce que vous aimez les deux. Non, en fait, ça va se retourner contre vous, en fait. Arrêtez d'être névrosé dans des stratégies d'image, parce qu'à chaque fois, ça se retourne contre vous. Votre discours va se retourner contre vous. J'ai toujours dit, hein, quand on fait des choses dans un but, une stratégie, ça se retourne contre vous. Donc si vous êtes névrosé parce que vous n'osez pas montrer et vous mettre à nu en disant « je n'ai pas le courage » parce que vous n'osez pas verbaliser des choses comme quoi vous n'avez pas le courage. Il y a un runner même qui a dit à sa chasseur « non mais moi, si vraiment j'avais envie de quitter ma femme, je le ferais. J'ai déjà quitté d'autres nanas avant. » Ouais, mais t'avais pas d'enfant avec. Et le gars, en montrant ça, il fait que renvoyer encore une fois. Il veut tellement jouer le caïd auprès de sa chasseur pour montrer « mais t'as vu, je suis pas lâche ». En fait, ce qu'il envoie comme message au final à la chasseur, c'est « toi, je t'aime pas assez, en fait, pour avoir le courage de ça. » Donc, en fait, pourquoi elle resterait? Pourquoi elle ferait preuve de patience? C'est invraisemblable. Et c'est tous ces discours que le runner a envoyés sur tout son parcours qui font que la chasseur, elle s'est barrée. Elle n'a pas eu de preuve d'amour. Elle n'a pas eu de mots, elle n'a pas eu de preuve d'amour, elle a eu que des discours de merde comme ça qui résonnent, elle, dans sa tête. Et c'est ça qui, elle, au bout d'un moment, même si au début, le quitter, son runner, ça va être de la souffrance, après, c'est rester à ses côtés qui devient de la souffrance. Parce qu'elle entend tous ces mots-là. Elle voit toutes les photos de leur vie à eux. Et ça, le runner va devoir endosser la responsabilité de tout ce qu'il a fait. De son non-alignement, de sa cohérence. Lui, sa cohérence, c'était ne pas être abîmé, lui. C'était une cohérence de sauver sa réputation à lui. C'était une cohérence de sauver mon image à moi. Mais on n'a pas envie de dire cohérence là-dedans. On a envie de remplacer la cohérence par névrose. Névrose de mon image. Névrose de ne pas m'abîmer moi. Parce que là-dedans, il abîme tout le monde au passage. Et tout ça, c'est tout ce qui est à travailler parce que le runner, dans son parcours, va devoir observer tout ça, en fait. Tout ce qu'il a fait. Et ça va être un peu difficile pour lui quand il va se rendre compte de tout ce qu'il a fait et que, mon Dieu, l'histoire en est là à cause de tout ce qu'il a fait. Contraction. Ça fait partie du chemin. Parce que le runner, dans ses blessures, il n'endosse jamais la responsabilité de ses actes. Il laisse les autres décider pour lui, il laisse la vie décider pour lui. Karmika le demande en mariage, il ne sait pas dire non, il va dire oui. Mais il la trompe parfois encore 3 jours avant, et 2 jours après, il la retrompe encore. Ben, il aurait mieux fait de dire non. Il n'a pas endossé la bonne responsabilité. Il a abîmé, c'est aussi karmika, au passage. Et en fait, il a beaucoup de choses à bosser, le runner. Parce que se mettre en couple avec quelqu'un qu'on n'aime pas, on abîme la personne. Hein. On ne va pas lui donner correctement et cette personne ne sera pas heureuse. Vous pensez lui rendre service, c'est du grand n'importe quoi, que c'est s'illusionner que de croire ça. C'est encore une approche égotique. Vous avez été nombreux en coaching, parfois, dans tout ce qui est runner, hein, à avoir, me dire, je ne peux pas quitter mon karmiko ou ma karmika parce que ça va l'anéantir, cette personne va être détruite. Mais je vous dis, non, arrête de t'illusionner, arrête de te prendre pour le centre du monde. Tu n'aimes pas ton karmiko ou ta karmika correctement, donc ton karmiko ou ta karmika va rebondir beaucoup plus vite que tu ne le penses. Et quand vous osez enfin quitter votre conjoint, vous êtes effaré, dégoûté,
Parce que vous vous rendez compte que l'autre n'était pas si amoureux que ça, en fait. Non, l'autre n'était pas si amoureux que ça. Hein. Parce que très rapidement, l'autre a de nouveau quelqu'un dans sa vie. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est ce que je vous avais dit depuis le début. C'est que vous ne rendiez pas cette personne heureuse. Donc là, vous le voyez de vos propres yeux. Vous voyez que l'autre va super bien en rencontrant quelqu'un d'autre. Et ça vous saoule un peu. Ça vous saoule. Pourquoi? Parce que votre valeur égotique, ce côté un peu égoïste, c'est que vous ressentez comme une forme de jalousie. C'est qu'en fait, vous auriez presque aimé ce côté malsain, voir votre karmico ou votre karmika malheureux. En fait, c'est invraisemblable. Vous n'êtes jamais content de ce que vous avez. Vous le voyez malheureux, donc vous restez avec. Et puis quand il est heureux à rencontrer quelqu'un, ça vous va pas non plus, ça vous fait chier parce qu'il est heureux et que vous n'êtes plus le centre du monde. En fait, quoi qu'il se passe, vous n'êtes jamais heureux. Pourquoi? Parce que vous regardez toujours ce qui vous manque. Vous regardez jamais l'avantage de « bah tant mieux, il est heureux. Moi, je peux ainsi partir le cœur léger, refaire ma vie. » Non, vous êtes toujours en train de regarder avec un regard égotique qu'est-ce qui vous manque. Et en fait, c'est laid parce que cela met en lumière tous vos dysfonctionnements où vous voulez être le centre du monde. Et c'est laid. Et c'est laid. Donc tout ça, en ce moment, il y a tout ça qui a travaillé sur le collectif runner, qui gangrène, qui est lourd dans le collectif. Et il y a beaucoup de runners qui ont à travailler tout ça. Le runner est manipulable par l'extérieur, la flatterie, être aimé des autres, son image. Tout ça, il a tout ça à guérir. Et que l'autre soit déjà en couple rapidement avec quelqu'un, non, là tout de suite, vous allez vous recomparer au nouveau conjoint. Et en fait, là, vous envoyez un message de merde encore. C'est-à-dire que les guides de votre chasseur qui vous voient être jaloux que votre karmico ou votre karmika se mette en couple, soit heureux, que vous vous comparez à cet autre conjoint, ce nouveau, les guides du chasseur disent « Toi, t'es pas assez bien pour notre piou-piou chasseur. Parce que t'es pas solide en fait. Ce que tu veux, c'est avoir ton harem, que tout le monde t'aime, tu veux posséder tout le monde, mais sans donner à qui que ce soit. Parce que tu veux encore recevoir, recevoir, recevoir. Et en fait, ce qui te saoule, c'est comme un pervers narcissique qui a moins de public, qui va plus pouvoir prendre. Et en fait, le runner va devoir passer par toutes ces épreuves-là, où les guides vont observer ses réactions, sa cohérence, son alignement, et que c'est quelqu'un qui veut posséder les autres, qui veut posséder un harem, mais sans donner correctement. Et ça, c'est très laid, c'est utiliser les autres. Et donc tout ça va devoir être travaillé sur le parcours du runner. Tout ce que je dis depuis le début de la vidéo, inévitablement, la chasseur doit travailler l'effet miroir par rapport à tout ça. D'accord ? On va enchaîner avec les cartes. Première carte, beaucoup de gens recherchent la validation de personnes qui ne sont même pas valables. Beaucoup de gens recherchent la validation de personnes qui ne sont même pas valables. Donc là aussi, hein, là les chasseurs qui ont écouté cette vidéo, je ne sais pas pourquoi en ce moment il y a autant de vidéos pour les runners, mais c'est pour bouger le collectif runner. Je remplis mon rôle, ok, mais les chasseurs, perdez pas, soyez pas passifs pendant ce temps. Tous les messages qui sont dédiés aux runners, travaillez vous aussi l'effet miroir. Hein. Donc beaucoup de gens recherchent la validation de personnes qui ne sont même pas valables. Vous cherchez encore votre validation à l'extérieur. Vous n'êtes pas encore dans la cohérence de votre propre alignement. Deuxième message. Ceux qui me connaissent savent. Ceux qui ne me connaissent pas me jugent. Ceux qui pensent tout savoir sur moi supposent. On retravaille un peu le jugement, la supposition, tout ça. Petite parenthèse. Donc vous allez encore être testé sur tout ça.
La vie heureuse et tranquille est pour celui qui peut se regarder sans honte. Rien ne le trouble parce qu'il ne se reproche aucun crime. Ça, c'est une phrase de Socrate. C'est vrai. Vous savez, vous avez vu quelques vidéos où je parle que dans les personnes qui ne me connaissent pas assez, il y en a certains qui ont supposé, qui m'ont jugé. Et moi, j'ai continué à agir comme je dois agir. Je suis alignée. Je me laisse pas manipuler par l'extérieur. Je me laisse pas influencer par l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a travaillé la dalidite, on vous dit de ne pas en faire des tonnes. Imaginons, moi je fais une story où je fais la débile en train de danser et chanter. Vous pourriez vous dire, quelle honte! Elle nous fait des vidéos en disant qu'il ne faut pas avoir de dalidite, et elle en fait. Et elle a l'air sereine avec ça. Elle a même pas l'air d'être mal à l'aise. En fait, je suis pas mal à l'aise parce que moi, je suis droite dans mes bottes. Contraction. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas à travailler de pas faire de dalidite. Moi, j'avais à travailler d'en avoir un peu plus. De oser montrer qui je suis sans avoir peur d'être jugée. Donc, oser faire la débile sur des chansons françaises, même si mon entourage n'aime pas les chansons françaises et va trouver que je suis ringarde, et oser faire la folle, alors que mes amis autour de moi n'oseraient pas faire la folle comme ça en story. Donc, inévitablement, je risque d'être jugée. Quand j'ai été modèle photo, c'était vraiment sortir de ma zone de confort. Bien sûr que j'ai été jugée par ma famille. J'ai été jugée par plein de gens. Mais je l'ai fait quand même. Pourquoi? Parce que moi, j'étais droite dans mes bottes. C'était ma cohérence de sortir de ma zone de confort, d'apprendre à m'aimer et oser être moins timide et assumer ce que j'avais fait. Parce que moi, j'ai trouvé belles ces photos. Pourquoi aurais-je dû avoir honte? La vie heureuse et tranquille est pour celui qui peut se regarder sans honte. Rien ne le trouble parce qu'il ne se reproche aucun crime. Pourquoi devrais-je avoir honte? Pourquoi devrais-je avoir honte de travailler ma confiance en moi alors que j'ai toujours voulu raser les murs? Pourquoi devrais-je avoir honte de vouloir prendre ma place, d'apprendre à m'aimer, d'essayer d'être moins timide, d'arrêter de faire mes trucs en silence, de oser m'exposer au jugement des autres? Je devrais avoir honte de ça? Pas du tout. Moi, je suis dans ma démarche de travailler sur moi. Je suis pas toxique avec les autres. Je suis dans ma démarche, moi seule avec moi-même. C'est quoi le problème? Je ne me reproche aucun crime. En quoi ça pouvait faire chier quelqu'un que j'avais fait des photos avec photographe? En quoi en quoi ça abîme quelqu'un de faire une story où je chante comme une débile? Vous voyez? Quand je travaille ma honte d'avoir été sensible, que c'était honteux d'être sensible, et que j'ose montrer maintenant que si je pleure, j'ai plus honte de montrer que je pleure. Je montre l'exemple aux gens, arrêtez d'avoir honte d'être sensible. Je cherche plutôt à travailler sur moi-même, et tant mieux si ça fait un effet boule de neige sur les gens qui ont la même problématique que moi, que ça les inspire à montrer leur vulnérabilité, plutôt que toujours la force. Vous voyez? La vie heureuse et tranquille est pour celui qui peut se regarder sans honte. Rien ne le trouble parce qu'il ne se reproche aucun crime. C'est vous qui jugez et supposez derrière votre écran que je devrais mal le vivre, parce que vous avez à travailler autre chose. Oui, mais moi, j'avais à travailler l'inverse. Contraction. Donc quand vous me regardez et que vous dites « Ah elle n'est pas gênée elle de faire ça », oui, moi j'ai aucune honte puisque moi je travaille l'inverse de vous. Moi je suis droite dans mes bottes. Je suis cohérente, je suis alignée dans la cohérence de ce que moi j'ai à travailler, des défis qu'on m'envoie à moi personnellement.
Donc parfois, vous allez être en face de personnes qui se sentent droits dans leurs bottes. Oui, bah parce que quand on n'a rien à se reprocher, on est droit dans nos bottes. Et ça, c'est ce que vous allez vivre à un moment. C'est être droit dans ses bottes comme ça. Les guides me sortent plein d'exemples. Ils me disent c'est un peu comme, vous savez, quand vous portez une jupe et il y a un short en dessous. Bon, moi je sais que je n'achète quasiment que des jupes short. Pourquoi? Bah parce que ça permet de pouvoir vous mouvoir sans que ça s'envole, sans qu'on voit votre culotte ou quoi que ce soit. Ma fille adore aussi les jupes short pour cette problématique-là. Parce que l'été, quand elle va à l'école en jupe short, elle s'en fout. Que quand elle a une jupe, elle va pas trop oser bouger, voilà. Quand vous voyez une nana dans la rue qui porte une jupe et qui a peur que sa jupe, ça se soulève ou qu'on voit ses fesses ou quoi, ou sa culotte, vous allez voir qu'elle bouge pas trop. Et puis vous allez voir cette nana qui, elle, a une jupe short, elle s'en fout, elle est très légère, elle bouge dans tous les sens, elle fait plein de trucs, elle n'a pas de honte. Elle est très libre de ses mouvements, parce qu'en dessous, elle sait qu'elle a un short. Elle sait qu'elle a un short, elle est droite dans ses bottes, elle s'en fout de faire le grand écart et tout, elle sait qu'il y a un short en dessous. Vous, peut-être, vous allez l'observer dans la rue en vous disant, quand même, cette nana, elle est culottée, on voit presque son cul. Vous voyez, contraction, toujours ce jugement et la supposition. Non, elle sait qu'elle a un short, elle en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre de ce que vous allez dire, juger, supposer. Elle fait les choses en fonction d'elle. Et en fait, croyez pas que toutes ces révélations que je vous ai faites sur l'information que j'ai eue, que j'avais été jugée, etc., je les ai eues de temps en temps au compte-gouttes. Et ça ne m'a pas empêché de continuer à le faire. Pourquoi? Parce que je m'en fous de ce que vont penser les autres. Ma priorité, c'est moi et de monter ma montagne à moi. Sinon, je ne serais pas allée en haut de la montagne si j'avais écouté vos jugements. Si j'avais écouté que les guides me disaient qu'il y avait des personnes qui me jugeaient sur ça ou ça. Si je m'étais arrêtée à ça, que je vous avais donné priorité à vous, que j'avais voulu correspondre et pas être jugée, je ne serais pas allée en haut de ma montagne. Donc, de temps en temps, il m'informait, et puis je continuais à monter quand même, à faire les choses en étant alignée avec moi. Et c'est ce que je fais encore. C'est que malgré que je sais que vous êtes comme ça, je m'en fous, je continue à être moi-même. Pourquoi? Parce que vous passerez jamais avant moi. Moi, être alignée et être cohérente et être vraie, ça sera ma priorité. Ça sera pas de vous n'allez pas réussir à m'éteindre, vous arriverez pas à jouer à la pâte à modeler avec moi, vous n'y arriverez pas. Vous aimeriez avoir ce pouvoir, bien sûr, parce que dans le fait que je sois moi, il y a des choses qui vous mettent dans l'inconfort. Après, ça, il faut aller regarder au cas par cas et qu'est-ce qui vous met dans l'inconfort pour aller travailler point par point. Même en coaching, vous pouvez le faire. Peggy, ça me met dans l'inconfort de te voir, toi, oser porter une jupe. Moi, j'ai 30 kilos de trop et je n'ose pas porter une jupe. Perds tes 30 kilos, allons-y, lançons la démarche. Au moins, après, t'arrêteras de m'en vouloir, à moi, de ne pas avoir 30 kilos à perdre. T'arrêteras de me le faire payer. T'arrêteras de m'en vouloir de porter des boucles d'oreilles parce que t'as pas les oreilles percées. Va percer tes oreilles. Fous-moi la paix. Réponds à tes besoins. T'en seras d'autant moins toxique envers moi. Tu me foutras la paix. Tu me lâcheras la grappe. Voilà. Est-ce que moi je vais arrêter de mettre des boucles d'oreilles parce que toi t'es frustré de ne pas avoir tes oreilles percées? Non, j'en ai rien à foutre. Contraction. C'est pas mon problème. T'as envie de porter des boucles d'oreilles, mais va te percer tes oreilles, mais un plan d'action, sois responsable. Je vais avoir envie de te rironner, de dire, mais c'est quoi ça? Tu me reproches de mettre des boucles d'oreilles parce que tes oreilles ne sont pas percées, mais arrête de vouloir être le centre de ma vie.
Arrête de vouloir être le roi de ma vie. Sois responsable, mature, cohérent. On va te percer les oreilles, merde. Voilà. Et ça, c'est ce que vous allez devoir observer que vous faites avec les gens autour de vous. Basez-vous sur ça pour voir que finalement, ça, vous le faites avec des gens autour de vous. Ouais, sur plein de trucs. Et il y a des gens autour de vous qui vous le font à vous aussi. Bah ouais, par effet miroir. Pour vous montrer que ce mode de fonctionnement n'est pas OK et toxique. On ne peut pas être dans un couple sain et solide en n'ayant pas nettoyé ça. Donc là, on vous a apporté beaucoup de clés. Vous avez eu beaucoup de compréhension. Et maintenant, je vais vous poser cette question. Vous, qui êtes-vous quand vous n'avez pas l'information? Ça, c'est une phrase de moi. Qui êtes-vous quand vous n'avez pas l'information? La nana qui est dans la rue, qui porte une jupe courte et qui fait le grand écart. Qui êtes-vous quand vous n'avez pas l'information qu'elle a un short en dessous? Vous l'avez jugé? Voilà, ça met en lumière que vous êtes quelqu'un de jugeant, vous supposez. Comment vous fonctionnez quand vous n'avez pas l'information? Vous allez en apprendre beaucoup sur vous, sur ce que vos parts égotiques qui sont encore présentes. Comment vous fonctionnez, vos réflexes impulsifs, vos modes de fonctionnement. Et tout ça, en ce moment, c'est très très difficile à lâcher. C'est très très dur pour vous à lâcher. Tous ces mécanismes-là, c'est très dur pour vous à les perdre. Très très dur. Très très dur. Par rapport à ça, il y a une anecdote qu'on me demande de vous raconter dans cette vidéo. Non, on aimerait que je fasse une capsule spécifique. Ok, je suis pas sûre d'avoir le temps de la tourner aujourd'hui. Ça fait longtemps que je dois la faire et je la fais toujours pas. Mais j'ai tellement de vidéos en retard, j'ai pas le temps de tout tourner. Il y a des chasers qui rencontrent Toxic Mama, hein, parce qu'après, bon, ben, le couple se construit, le chaser, le runner présente la chaser à la famille, etc. Et Toxic Mama, elle ne pose aucune question à la chaser sur elle, sa vie, rien, non. La chaser, ce qui l'interpelle, c'est que Toxic Mama passe son temps à ne parler que d'elle et de ses amis pétés de thunes, comme si c'était ça qui faisait sa valeur. Comme si elle faisait un jeu de représentation et qu'elle essayait d'en mettre plein la vue à la chaser. Moi je, moi je, moi je. Sauf que la chaser, elle en a rien à foutre de l'argent. Donc en fait, les amis pétés de thunes et que Toxic Mama en fasse des tonnes à parler de ses amis pétés de thunes, la chaser, elle en a rien à foutre. Est-ce qu'elle sort, c'est... Elle s'intéresse même pas à moi, elle cherche même pas à me connaître. Donc en fait, par rapport à ça, c'est tout ça aussi qu'il faut un peu... observer, c'est que finalement la chaser voit juste que Toxic Mama, elle sait pas être accueillante, elle n'a pas de règles de savoir-vivre, elle n'est pas connectée à l'humain, elle préfère en faire des tonnes et se mettre en valeur, mais comme finalement elle n'a pas grand-chose, elle, pour se mettre en valeur, elle se met en valeur par rapport à ses amis qui sont pétés de thunes, donc c'est même pas elle en fait. Voilà, elle cherche sa valeur en l'extérieur. Bon, ce qui met vraiment en lumière, ok, c'est comme ça qu'il a été éduqué, le runner. Bon, pas étonnant, quand je vois sa mère. Voilà, vous voyez. Voilà. La chaser observe aussi que cette mère a une très mauvaise gestion émotionnelle. Donc, Toxic Mama, une très mauvaise gestion émotionnelle. Et ce qu'elle retient, c'est que sa mère, donc fort heureusement, hein, la chaser va se dire il n'a pas de chance d'avoir une mère comme ça, mais elle va pas se dire qu'il... Voilà, chacun... elle va pas dire que son runner, c'est sa mère qui fait son identité à lui. Non. Elle va trouver que c'est vraiment une dame qui manque beaucoup d'éducation, d'élégance.
Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'élégance, qui manque d'éducation. Elle n'a pas de savoir-vivre, elle se comporte de façon... Waouh. Et que malgré ça, elle se sent supérieure aux autres. Alors que il n'y a vraiment pas de quoi se sentir supérieur, en fait. Ce qui fait repenser beaucoup à The Crown. Vous vous rappelez? Où la famille de Charles avait reçu Margaret Thatcher, et Margaret Thatcher, avec son mari, avait trouvé que c'était vraiment des gens... ça avait été loin dans les adjectifs, c'était vraiment des gens qui n'étaient pas élégants, qui n'étaient pas éduqués. Les mots étaient encore plus forts que ça. Hein. Il y avait une vidéo qui en parlait, je vous avais relaté ça. Vraiment, c'était la catastrophe. Hein. C'était pitoyable. Et ben en fait, tout ça ressort. Ça ressort, voilà. Pourquoi? Bah, comme Toxic Mama juge et se sent supérieure, elle doit subir son heure du jugement. Et finalement, les gens la trouvent pas du tout élégante. Elle abîme les autres pour... Et en fait, tout ça, ça manque énormément d'élégance. Hein. Donc tout ça, ça ressort. Dans The Crown, on voyait aussi que Margaret Thatcher, on l'a vu, elle-même qui jugeait la famille royale, elle-même, on l'a vu seule de son côté, et on a vu comment elle agissait entre son fils et sa fille. Et on a vu aussi qu'elle manquait cruellement d'élégance. Elle avait une haine des femmes. Hein. On en revient à la haine de la femme. Tout ça est un peu à travailler. De toute façon, dans The Crown, Margaret Thatcher et la reine se ressemblent énormément. Elles sont en effet miroir. Elles jugent l'une l'autre, mais en fait, elles se ressemblent énormément. C'est là où on voit souvent que deux personnes qui se ressemblent et sont en effet miroir, finalement, vont même pas voir que ce que je critique chez toi, c'est ce que je fais moi-même. Et dans cette série, on le voit bien, l'effet miroir. C'est très rigolo. Voilà. J'ai expliqué assez de choses. Voilà. Ça suffira, je pense, pour aujourd'hui. Vraiment travailler à tout ça, c'est vraiment quelque chose à nettoyer. Observez-vous. Passez plus de temps à vous observer vous qu'à observer les autres. Et si vous observez les autres et que vous voyez que quelque chose ne vous plaît pas chez quelqu'un en face de vous, observez s'il n'y a pas un effet miroir. Comment moi j'arrivais à repérer s'il y avait un effet miroir ou un effet lampadaire que j'avais à lâcher sur un effet halo que je mettais ou un trait de personnalité qui arrivait à me manipuler, c'est que souvent, sur 2-3 semaines, j'avais une situation similaire qui se reproduisait avec différentes personnes. Et ça m'a beaucoup mis la puce à l'oreille. Aujourd'hui, quand j'ai une situation similaire qui se répète comme ça, c'est parce que c'est pour me montrer l'énergie collective qui va être à travailler et qui sera le portail. Ce qui fait que j'ai gardé le réflexe de dire « Ah, est-ce que j'ai un effet miroir ?» Maintenant, j'apprends un peu plus à arrêter de lâcher avec les effets miroirs, du fait que les guides m'ont dit « Non, mais tu sais très bien que tu n'as plus d'effets miroirs, Peggy. » Oui, mais j'ai tellement pris l'habitude, en fait. J'ai tellement pris l'habitude que j'essaye de me détacher de ça, mais c'est pas... J'ai gardé cette névrose. Mais vous, sur votre montagne, les guides vont avoir le même processus à un moment. C'est pour vous montrer un effet miroir ou pour, par exemple, si vous êtes manipulable par la flatterie, comme on en parlait tout à l'heure, on va vous mettre plusieurs manipulateurs ou manipulatrices qui vont vous flatter sur 2 ou 3 semaines. Et c'est que des personnes qui cherchent à vous manipuler et qui utilisent la même clé. Et au bout de quelques semaines, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai toujours le même truc qui revient en boucle? Ouais, c'est parce qu'on essaye de te mettre en lumière un truc que tu as à lâcher. Soit que toi-même tu utilises la flatterie pour être aimé des autres, soit que tu donnes un totem d'immunité aux gens qui te manipulent par la flatterie. Et en fait, mon Dieu, que t'es faible, tu te laisses manipuler, en fait. Voilà. C'est tout ça qu'il va falloir un peu observer, et tu vas devoir observer un peu tous ces aspects-là. Est-ce que j'ai assez détaillé pour cette thématique de vidéo? Oui, elle fait 45 minutes, donc je vous laisse, et je vous dis à bientôt.